L'après-midi était paisible. Mon fils, Ricardo, était en voyage d'affaires, pour lequel Patricia avait eu la gentillesse de l'organiser. Elle entra dans ma chambre en souriant, ce sourire que je vois maintenant comme un masque de sucre dissimulant un poison. « Un thé spécial, ma reine ?» dit-elle d'une voix mielleuse. « Pour vous détendre. » J'acceptais, bien sûr. Comment aurais-je pu refuser? Elle était la belle-fille idéale, mon soutien indéfectible durant mes vieux jours. Je le bus d'un trait, savourant la chaleur du liquide qui m'envahissait, reconnaissante de cette attention. Mais cette chaleur se mua bientôt en autre chose. Un étrange vertige, une faiblesse qui me parcourut les jambes et engourdit mon esprit. J'essayais de me concentrer sur le livre posé sur mes genoux, mais les lettres dansaient. Mes paupières s'alourdirent. La tasse me glissa des doigts et se brisa sur le sol. Mais le bruit me parut lointain, étouffé. J'essayais de me lever, mais mes jambes me lâchèrent, comme si elles étaient faites de coton mouillé. « Patricia ?» appelai-je d'une voix tremblante. Elle revint dans la pièce, mais son sourire avait disparu. Son visage était dur, froid comme du marbre. « Ça va, belle-mère ?» demanda-t-elle. Mais ce « N » n'était pas une question. « C » était une provocation. Avant que je puisse répondre, elle me saisit le bras. Sa force me sidéra. Elle me tira de mon fauteuil confortable et me traîna dans le couloir en bois ciré. J était comme une masse inerte, incapable de me débattre. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais la tête dans le brouillard, mais la peur commençait à me gagner. Elle m'a traîné jusqu'au bout du couloir, dans le débarras, ce petit local sombre où l'on entreposait de vieilles valises et des outils. L'odeur de poussière et de moisie m'a envahi les narines quand elle m'a jeté à l'intérieur. Mon corps a heurté violemment des cartons, la douleur à peine perceptible à travers ce brouillard chimique. Je suis tombée sur un tas de vieux draps. J'ai essayé de reculer en rampant, mais mes membres refusaient d'obéir. La seule lumière provenait d'une petite fenêtre à barreaux près du plafond. J'ai aperçu sa silhouette dans l'encadrement de la porte, bloquant la lumière du couloir. Je ne sais pas combien de temps je suis restée inconsciente. À mon réveil, j'avais la bouche sèche et pâteuse et un mal de tête lancinant. L'obscurité était presque totale. L'effet du thé s'estompait, mais la terreur ne faisait que commencer. Je me suis redressée péniblement, mes os protestant. « Patricia, qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre cette porte !» ai-je hurlé d'une voix rauque. J'ai frappé le bois massif de mes poings faibles. C'est alors que j'ai entendu ce bruit qui m'a glacé le sang, le bruit métallique d'une clé tournant dans la serrure, de l'extérieur. Elle m'avait enfermée, dans ma propre maison. Un frisson m'a parcouru l'échine, plus fort que n'importe quelle drogue qu'elle aurait pu me donner. Puis je l'ai entendue. Sa voix, de l'autre côté de la porte, n'était plus douce ni inquiète. Elle était froide, métallique, vibrante d'une haine dont j'ignorais l'existence. « Ça suffit, vieille sorcière », cracha-t-elle. Chaque syllabe était un coup de poignard. « Ricardo n'a plus besoin de toi. Cette maison est à moi. » « À moi? Que voulait-elle dire? » Mon cœur menaçait d'exploser. « Et à partir de maintenant, poursuivit-elle, savourant l'instant, tu es mon esclave. » Un rire suivit. Un rire bref, cruel, victorieux. J'entendis ses pas s'éloigner, résonnant dans le couloir. Je restais là, dans l'obscurité, l'odeur de moisie imprégnant l'air, tandis que le monde que j'avais bâti s'écroulait autour de moi. Je sais, c'est insoutenable. Le sang me monte à la tête. Tout mon corps tremble rien qu'en repensant à ce rire qui résonnait dans le couloir, alors que J était allongé dans ce débarras sombre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait me transpercer les côtes, un véritable tambour de panique. J'avais été trahie de la manière la plus cruelle qui soit, par celle que j'appelais ma fille, celle qui mangeait à ma table et dormait sous le toit que j'avais acheté à la sueur de mon front. C'est un sentiment d'impuissance que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. J'avais l'impression que l'air m'avait été aspiré des poumons. Mais avant de continuer, avant de vous raconter comment ce choc initial s'est mué en une fureur glaciale, j'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin de savoir que vous êtes là pour moi. S'il vous plaît, si vous écoutez mon histoire et que cette injustice vous touche, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cliquez sur le bouton et activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque nouvel abonnement est un vote de soutien, une main tendue qui me prouve que je ne suis pas seule dans ce combat. Et surtout, n'hésitez pas à indiquer en commentaire la ville ou le pays d'où vous me écoutez.
Nous aimons savoir jusqu'où nos histoires sont diffusées, qui sont les personnes qui nous soutiennent et nous donnent de la force. Vos commentaires me donnent, l'énergie de continuer et de révéler chaque détail de ce tournant décisif. Pour comprendre l'ampleur du choc, le frisson qui m'a parcouru, échine en entendant ce rire, il faut savoir que cette femme, Patricia, était la personne en qui j'avais le plus confiance au monde, après mon fils. Elena n'était pas seulement ma belle-fille. Je la traitais comme la fille que je n'avais jamais eue. Elle m'appelait sans cesse ma reine, ma seconde mère. Elle prenait soin de moi, prenait ma tension, préparait mes plats préférés. Et moi, je suis tombée dans le panneau comme une idiote. J'ai cru chaque mot, chaque geste répété, chaque sourire forcé. J'ai ouvert la porte de ma maison et mon cœur a une vipère venimeuse. Et elle a attendu le moment propice pour frapper. Ce moment n'a été possible que parce que ma vie venait de basculer. 3 mois plus tôt, j'avais enfin vendu mon entreprise de traiteur. Oh, cette entreprise! Je l'avais bâtie de mes propres mains. J était la première employée et la dernière à partir, chaque jour, pendant 45 ans. J'ai sacrifié ma jeunesse, mes week-ends, mes nuits blanches. Je travaillais du lever au coucher du soleil, les mains calleuses et le dos en compote, pour que mon fils unique, Ricardo, ne manque de rien. La meilleure éducation, les plus beaux vêtements, un avenir que je n'avais jamais eu. J'y étais veuve. Toute mon énergie était tournée vers lui. Vendre l'entreprise, était comme boucler la boucle. J'ai reçu une somme conséquente, de quoi raccrocher mon tablier et profiter de ma retraite. Mon premier réflexe, ma plus grande joie, fut d'acheter la maison de mes rêves. Une grande maison avec un jardin, où je pourrais enfin me reposer. Et, bien sûr, je ne voulais pas me reposer seule. J'ai invité Ricardo et Patricia à venir vivre avec moi. Dans mon esprit, était le scénario idéal. La famille réunie, les rires emplissant les couloirs, la certitude d'être choyée dans ma vieillesse, entourée d'amour. Aveuglée par ma propre générosité, si confiante dans l'amour familial, j'ai ignoré tous les signes. Je voulais juste la paix. Je voulais profiter des fruits de mon travail. J'y étais loin de me douter que je construisais ma propre prison de luxe. Je me souviens comme si était hier de ma rencontre avec mon avocat, le docteur Mendes, un homme sérieux et mon conseiller de longue date. Lorsque je suis allée acheter la maison, mon intention était de l'inscrire également au nom de Ricardo. Je lui faisais entièrement confiance, mais le docteur Mendes était inflexible. « Madame Elena, dit-il de sa voix grave, et vous avez travaillé toute votre vie pour cela. La propriété sera à votre nom à 100%. C'est le seul moyen de protéger votre patrimoine. » J'ai failli protester, pensant qu'il exagérait, qu'il manifestait une méfiance injustifiée, mais, par un instinct dont je remercie Dieu aujourd'hui, je l'ai écouté. La maison est restée uniquement à mon nom. À l'époque, Patricia a fait un scandale, déclarant que était la chose à faire, que la maison était le trophée de la reine. Aujourd'hui, en repensant à l'obscurité de ce débarras, tout me paraît d'une clarté saisissante. Le changement dans le regard de Patricia n'a pas commencé lors de notre déménagement. Mais le jour où l'argent de la vente de l'entreprise est arrivé sur mon compte, elle a vu ces chiffres, a vu cette somme importante, et la cupidité s'est enflammée à ses yeux. Pour elle, l'achat de la nouvelle maison n'était pas un cadeau de famille, était une occasion en or. Elle a commencé à voir la maison non plus comme mon lieu de repos, mais comme son butin. Et moi, la vieille dame généreuse, je n'étais plus qu'un obstacle gênant sur son chemin. Elle s'est mise à l'œuvre en silence, telle une termite rongeant le bois de l'intérieur. Elle a commencé à corrompre l'esprit de mon fils. Ricardo avait toujours été un bon garçon, mais faible, influençable, surtout par elle. J'ai commencé à remarquer les chuchotements dans la cuisine, les regards en coin quand je donnais mon avis sur le dîner. Patricia lui disait que je les contrôlais, avec mon argent, que le fait que la maison soit à mon nom était une humiliation pour lui, l'homme de la maison. Elle a semé la graine qu'ils en méritaient, de tout posséder, que j'avais déjà trop vécu et que était maintenant leur tour, mon propre fils. Elle l'a monté contre moi en utilisant l'arme la plus vile, son orgueil blessé. Elle lui a fait croire que J était le méchant, le vieux radin avide d'argent, tandis qu'elle était la pauvre fille qui ne voulait que le meilleur pour sa famille. Et Ricardo, aveuglé par son adoration pour elle et par sa propre faiblesse de caractère, a gobé tous ses mensonges. Il a commencé à me traiter avec une froideur distante,
une impatience qui me blessait profondément, mais que j'attribuais, dans ma naïveté, à la fatigue du travail. Je n'aurais jamais imaginé que c'était le poison de Patricia qui agissait, rongeant l'amour qu'il éprouvait pour moi. Ils ont commencé à comploter dans mon dos. Le plan de Patricia, je l'ai compris alors, dans l'ignorance la plus totale, était diabolique. Ce voyage d'affaires Sakine de Ricardo le week-end dernier, une farce. Patricia avait tout manigancé. Elle avait besoin de son absence pour qu'il ne voie pas ce qu'elle préparait, afin de pouvoir ensuite mentir, dire que J était tombé dans le panneau, ou pire. Il lui fallait des témoins de ses manigances. Il lui fallait du temps pour me briser. Il lui fallait que Ricardo soit absent pour qu'il ne puisse pas intervenir, afin de pouvoir le contrôler par téléphone et lui servir encore plus de mensonges. Son objectif ce week-end-là était simple et brutal. Me briser. Elle me prenait pour une vieille femme fragile, persuadée que quelques heures de terreur, de faim et d'enfermement suffiraient à me réduire à néant. Elle comptait me garder là, droguée et terrorisée, jusqu'à lundi. Elle allait me forcer à signer une procuration. Le thé drogué n'était pas seulement destiné à me soumettre physiquement, c'était le point de départ de son plan. Elle allait raconter à tout le monde que je devenais sénile, que j'étais confuse, agressive, que j'avais besoin d'elle, la belle-fille dévouée, pour gérer mes finances. Elle allait me voler non seulement ma maison et mon argent, mais aussi ma dignité. Elle allait faire de moi, de matriarche, une prisonnière. Elle allait m'enfermer, peut-être à jamais, pendant qu'elle et Ricardo dilapideraient l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front. Elle allait m'effacer de ma propre vie. Je sentais la colère monter en moi. Les vertiges dus à la drogue s'estompèrent, laissant place à une rage froide, une lucidité implacable. Je n'étais pas une victime sénile. J était Elena, la femme qui avait bâti un empire à partir de rien, et elle avait commis une erreur fatale. Elle m'a jeté dans le débarras. La pièce où je gardais mes vieilles affaires, les souvenirs qu'elle considérait comme des déchets, des valises, des boîtes de photos, et mon vieux sac à couture. Le sac que j'emportais partout avant de prendre ma retraite. Et à l'intérieur de ce sac, sous les fils, les aiguilles et les chutes de tissu, se trouvait quelque chose dont Patricia, dans son arrogance, ignorait jusqu'à l'existence. Elle m'a confisqué mon téléphone portable principal, le smartphone moderne que j'utilisais au salon, mais elle ignorait l'existence de l'autre. Elle ignorait tout de mon téléphone portable de secours, un vieux modèle tout simple, de ceux dont la batterie tenait une semaine. Je le gardais là, chargé, caché dans mon sac de couture, par précaution. Le docteur Mendes me disait toujours « Elena, les riches doivent être particulièrement prudents. » Je pensais que c'était exagéré, mais j'obéissais. Et maintenant, dans cette pièce sombre et poussiéreuse, mes mains tremblantes fouillaient le fond du sac. Mes doigts effleurèrent le plastique froid de l'appareil. Mon cœur s'emballa, mais cette fois, non pas de peur. C'était d'espoir. Patricia pensait m'avoir isolée du monde. Elle se croyait tout-puissante. Elle pensait avoir gagné. Mais elle a sous-estimé la femme qu'elle cherchait à détruire. Elle a confisqué mon portable, mais a oublié de chercher celui qui comptait vraiment. Pendant qu'elle était dehors, probablement les pieds sur mon canapé, à rêver des travaux qu'elle allait faire, J était dans le noir, avec ma seule arme à la main. La partie N était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Et puis, il y avait une chose de plus, la plus importante, ce détail sur lequel mon avocat, le docteur Mendes, avait tant insisté. La maison était bien à mon nom. Mais Patricia, aveuglée par son avidité et son ignorance, ignorait la vérité. Elle n'avait pas lu les documents. Elle ne savait pas comment j'avais structuré l'achat. Elle pensait qu'il s'agissait d'un simple acte de vente. Elle ne pouvait pas se tromper davantage. Et ce secret, ce détail juridique que je comprenais à peine à l'époque, allait causer sa perte et mon salut. Ce débarras N était pas mon tombeau. CE était mon quartier général. Là, assise sur le sol froid et poussiéreux, le brouillard de la panique commença à se dissiper. Ce qui le remplaça ne fut pas la tristesse, mais la fureur. Une fureur si froide et si lucide qu'elle sembla aiguiser mon esprit. La femme que j'avais élevée, que j'appelais ma fille, me prenait pour un animal faible qu'elle pouvait enfermer. Elle pensait que 68 ans de vie signifiait 68 ans de faiblesse. Elle avait oublié, ou peut-être n'avait-elle jamais su,
que je n'étais pas arrivée là où je suis par gentillesse. J'y suis arrivée par intelligence et par résilience, contrairement à tous ces hommes qui ont tenté de me faire tomber dans le monde des affaires. Patricia n'avait aucune idée à qui elle avait affaire. Je ne suis pas du genre à pleurer. Les larmes ne font pas prospérer les entreprises et ne paient pas les factures. Tandis que le bruit de ses pas s'estompait, mon cerveau s'emballa. Le choc laissa place à la stratégie. Je n'étais pas une victime. J'étais une adversaire qui venait d'être sous-estimée. Et être sous-estimée, je l'avais appris depuis longtemps, est le plus grand atout tactique qui soit. Elle m'avait enfermée dans une pièce. Mais elle avait allumé un feu en moi, un feu qu'elle croyait avoir éteint avec ce thé immonde. Je sentais mon sang bouillir, non pas de peur, mais de détermination. Elle voulait mes biens, elle allait recevoir une leçon. Mes yeux s'habituèrent à la pénombre, à cette lumière grise qui filtrait par la fenêtre grillagée. Je scrutais la pièce, non pas avec le regard d'un prisonnier, mais avec celui d'un commandant cherchant une arme sur le champ de bataille. De vieux cartons, des valises moisies, des vêtements d'hiver démodés, et là, dans un coin, empilé sur une commode délabrée, mon vieux sac à couture. Mon cœur fit un bond si violent que j'en eus le souffle coupé. Ce sac que Patricia disait toujours encombrer la maison, qu'elle voulait jeter parce qu'il sentait le vieux. Elle était trop arrogante pour même regarder à l'intérieur. Je me suis traînée jusqu'à lui, les genoux crispés sur le sol rugueux. Mes mains tremblaient. Non pas de faiblesse, mais d'adrénaline pure. J'ai ouvert la fermeture éclair usée, un bruit de tonnerre dans le silence pesant de la pièce. L'odeur de fil et d'huile de machine m'a envahi, l'odeur de mon ancien bureau. J'ai glissé la main sous les bobines, les paquets d'aiguilles, les chutes de tissu. Mes doigts ont effleuré le plastique froid, le voilà. Mon téléphone portable d'urgence. Un vieux modèle tout simple que le docteur Mendes m'avait forcé à acheter des années auparavant. Pour les vraies urgences, Elena. Pas d'application, pas de distraction. Juste des appels et de la batterie. J'ai sorti l'appareil. Il ressemblait à une relique, une brique inutile comparée au téléphone moderne de Patricia et Ricardo. Mais à cet instant précis, cette brique était ma bouée de sauvetage, mon épée, mon bouclier. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran s'est illuminé, d'abord avec le logo de la marque, puis avec le menu minimaliste. 4 barres de signal, batterie pleine. J'aurais pu pleurer de soulagement, mais je me suis mordu la lèvre. Ce N n'était pas le moment de se réjouir. C était le moment de se battre. Patricia m'avait confisqué mon smartphone, symbole de ma vie, moderne. Mais elle avait oublié l'outil de ma vieille vie, celui qui comptait vraiment. Ma première réaction a été d'appeler la police. Mais que dirais-je? Ma belle-fille m'a droguée et enfermée dans le débarras. Patricia apparaîtrait avec son visage angélique, en pleurs, disant que J était sénile, que J était tombée et que je M était cogné la tête, que J était confuse et agressive. Qui croirait-il? La vieille femme, confuse, ou la jeune femme, inquiète? Je savais parfaitement comment fonctionnait le monde. Patricia avait tout manigancé. Elle avait sans doute déjà raconté à ses voisins ou à ses amis que J était étourdie. Elle se préparait un alibi depuis des mois. La police N n'était pas la solution. Il me fallait quelque chose de plus fort que la loi. Il me fallait une preuve irréfutable. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Un seul numéro comptait. Celui que je connaissais par cœur. Celui qui figurait dans mes contacts favoris depuis 20 ans. Dr Mendes, mon avocat. L'homme qui ne faisait confiance à personne et qui avait géré chaque centime de ma fortune. Il n'était pas qu'un simple avocat. Il était mon principal stratège. Patricia pensait se battre contre moi, une veuve retraitée. Elle ignorait qu'elle allait affronter le cabinet d'avocats le plus important et le plus impitoyable de la ville, et un système que nous avions nous-mêmes créé. J'ai pris une grande inspiration, l'odeur de moisi m'envahissant les poumons, et j'ai composé le numéro. Au moment où le téléphone sonnait, un souvenir précis m'est revenu. La réunion concernant l'achat de cette maison. Patricia et Ricardo étaient là, souriants et flatteurs. Le docteur Mendes était sérieux. Après leur sortie pour admirer le jardin, Mendes s'est tourné vers moi. « Elena, avec cet argent, vous n'achetez pas de maison. Vous créez un fonds de fiducie. La maison appartiendra au fonds et vous en serez l'administratrice. » Et j'ai trouvé cela compliqué, inutile. « Faites-moi confiance, a-t-il dit, et je lui ai fait confiance.
On répondit à la deuxième sonnerie. Mendes. Sa voix était brève, directe. Docteur Mendes, c'est Elena, murmurai-je d'une voix rauque. J'ai besoin d'un silence absolu. Je suis en danger. Il y eut un silence. Je l'imaginais dans son fauteuil en cuir, se redressant. Où êtes-vous? Que s'est-il passé? Sa voix était d'une froideur professionnelle. Je suis enfermée, chez moi, Patricia. Elle m'a droguée. Elle veut tout. Un autre silence, plus court. Compris? Êtes-vous blessé? Pas physiquement, répondis-je, sentant la colère durcir ma voix. Mais elle va me forcer à signer des documents. Elle me prend pour une folle. Elle ne connaît pas le fond, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Ce N n'était pas une question, mais une affirmation. Non, répondis-je. Un léger sourire sombre se dessina sur mon visage. Là, dans l'obscurité. Elle ne sait rien. Patricia, aveuglée par son avidité, ne voyait qu'une maison. Elle ne voyait pas la forteresse juridique que le docteur Mendes avait érigée autour de moi. Elle ignorait que la maison ne m'appartenait pas simplement. Elle était la propriété du Fonds de protection Elena, et J était la seule à pouvoir l'administrer. Elle ne pouvait pas se contenter de prendre le titre de propriété. Le docteur Mendes poursuivit, d'une voix rapide et précise. « Elena, vous souvenez-vous de la clause de contrainte? Celle que nous avons lue ensemble 3 fois et que vous trouviez trop dramatique? Comment aurais-je pu l'oublier? Je l'appelais la clause film d'espionnage. C était une clause de sécurité explicite, enfouie au fin fond du contrat du fonds. Elle stipulait, en termes juridiques très clairs, que si l'administratrice, c'est-à-dire moi, était contrainte, déclarée mentalement incapable par des moyens frauduleux ou retenue captive, le fonds serait placé en état d'urgence. Mes mains cessèrent de trembler. Et puis il y avait la seconde partie de la clause, celle que le docteur Mendes a insisté pour ajouter en cas d'abus de faiblesse. Cette clause stipulait que si un bénéficiaire désigné, en l'occurrence mon fils unique, Ricardo, agissait activement contre les intérêts de l'administratrice ou était complice, même par omission, d'un acte de coercition à son encontre, ce bénéficiaire serait immédiatement et définitivement déshérité, non seulement de la maison, mais de la totalité du fonds. Ricardo n'était pas seulement complice, il m'avait abandonné à son sort. Patricia pensait assurer l'avenir de son mari. Mais en tentant de tout lui voler, elle coupait en réalité le seul lien qui unissait Ricardo à mes biens. En m'emprisonnant, elle ne commettait pas seulement un crime, elle activait un mécanisme légal qui déshériterait mon fils à jamais. L'argent n'irait ni à lui, ni à elle. La clause était claire. Le fonds serait dissous, la maison et tous les biens seraient liquidés par la banque gestionnaire et chaque centime serait reversé à des œuvres caritatives. Je me souviens de la clause, murmurai-je, sentant une force glaciale m'envahir. Excellent, dit Mendes. Mais pour l'activer, il me faut une preuve irréfutable de coercition. Votre parole, celle du dépôt, ne suffira pas face à la sienne. Pouvez-vous obtenir quelque chose? Un enregistrement? N'importe quoi? Mon cerveau s'activa. Patricia était arrogante. Elle se sentait victorieuse. Les gagnants aiment se vanter. Il me suffisait de lui en donner l'occasion. Comptez sur moi, dis-je. Elle reviendra. Elle viendra voir sa prisonnière. Je l'attendrai. Très bien. Ce téléphone portable possède un enregistreur vocal. Utilise-le, ordonna Mendes. Enregistre tout ce qu'elle dit. Menaces, exigences, mention de signature de documents ou son état mental. Dès que tu as l'enregistrement, envoie-moi le fichier. N'appelle pas la police. Ne fais rien. Envoie-moi simplement le fichier. À partir de ce moment, je prends les choses en main. La banque gestionnaire et moi nous occuperons de tout. Prends soin de toi, Elena. L'appel se termina. Le silence retomba dans l'entrepôt, mais il n'était plus oppressant. C'était le silence d'une salle d'attente avant l'orage. J'ai ouvert l'enregistreur vocal. Une application toute simple, avec un gros bouton rouge. J'ai laissé mon portable à portée de main, caché sur mes genoux, sous un vieux morceau de tissu. Et puis j'ai attendu. Les heures éternisaient. Mon estomac gargouillait. J'avais la bouche sèche. Mais je n'avais ni faim, ni soif. J éprouvait une concentration que je n'avais pas connue depuis des années. J était de nouveau dans mon élément. J était en pleine négociation. Et mon interlocuteur ignorait jusqu'à sa présence. Patricia était dehors, dans mon salon,
sans doute en train de siroter mon vin hors de prix et de mesurer mes rideaux. Finalement, j'ai entendu des pas. Ils se sont arrêtés de l'autre côté de la porte. Mon doigt a hésité au-dessus du bouton d'enregistrement. La clé a tourné, mais la porte ne s'est pas ouverte. J'ai entendu sa voix, étouffée par le bois. « Tu es encore en vie, vieille dame? J'espère que tu réfléchis à ta situation. » Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'étirer. Ricardo a appelé, a-t-elle poursuivi, et j'ai perçu une pointe de venin dans sa voix. Il se sent tellement coupable d'avoir trébuché. Mais je lui ai dit que tu allais bien, juste un peu désorienté, aujourd'hui. Il m'a cru, bien sûr. Il me croit toujours. Patricia, je t'en prie, dis-je en simulant un tremblement dans ma voix. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Sortez-moi d'ici. J'ai froid. Je devais paraître faible. Je devais flatter son ego. Je devais être la vieille femme sénile qu'elle voulait que je sois. Silence, aboya-t-elle. Tu ne parleras que lorsque je te le dirai. Tu es là pour apprendre ta place. Tu crois que cette maison t'appartient juste parce que tu as signé le chèque? Tu n'es qu'une vieille femme qui devrait être morte. Ricardo le mérite. Je le mérite. Et tu vas nous le donner, d'une manière ou d'une autre. J'ai pris une grande inspiration, le cœur battant la chamade. Que veux-tu, Patricia? De l'argent? Je te le donnerai. Ouvre la porte. C était l'appât parfait. Je l'ai entendu rire, ce même rire glacial. Je ne veux pas un peu de ton argent, imbécile. Je le veux tout. Lundi, quand Ricardo sera de retour, nous t'emmènerons chez un ami médecin. Il signera les papiers attestant que tu as perdu la raison. Et ensuite, tu signeras une charmante procuration en ma faveur. Je m'occuperai de toutes tes finances. Tu me seras si reconnaissante. Bingo. C était pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Coercition, allusion à une fraude médicale, exigence de contrôle financier. Et si je ne signe pas? Ai-je murmuré, feignant la terreur. Sa voix s'est durcie comme l'acier. Alors tu pourriras là-dedans. Personne ne te regrettera. Ricardo pleurera pendant une semaine, puis s'en remettra. Je choisirai moi-même ton cercueil. Réfléchis bien à ton choix jusqu'au petit déjeuner. J'ai entendu ses pas s'éloigner. Mes mains sont restées fermes. J'ai appuyé sur le bouton « Stop » et j'ai enregistré le fichier. Le fichier était petit. Mon vieux portable n'enregistrait pas en haute fidélité, mais sa voix était claire, d'une clarté cristalline. J'ai joint le fichier à un simple SMS. J'ai composé le numéro du docteur Mendes. Mes mains ne tremblaient plus. Je n'avais plus peur. J était maître de la situation. Un frisson m'a parcouru l'échine, mais cette fois, C était le frisson glacial de l'anticipation, de la justice qui allait s'abattre. J était un prédateur tapi dans l'ombre. J'ai appuyé sur « Envoyer ». La petite barre de progression est apparue à L écran. L'attente m'a paru interminable. 1 minute, 2. Le fichier était petit, mais le réseau était lent. Et s'il n'était pas envoyé? Et si la batterie était à plat? J'ai eu le souffle coupé. Puis, le son, un petit bip de confirmation, message envoyé, mission accomplie. Je me suis adossée au carton, le téléphone encore chaud dans ma main. J'avais fait ma part. C était maintenant au tour du docteur Mendes. J'attendais dans l'obscurité, mais l'atmosphère était différente. L'obscurité N était plus ma prison, mais mon cocon. Je renaissais. La généreuse Helena, la grand-mère bienveillante, la mère qui avait tout sacrifié, S éteignait. Et à sa place, l'Helena qui avait bâti un empire de la restauration à partir de rien, la femme qui avait négocié avec des fournisseurs impitoyables et obtenu gain de cause, sortait de sa retraite. Patricia voulait briser mon esprit, mais elle n'a réussi qu'à briser les chaînes que je m'étais moi-même imposées. J'ai pensé à Ricardo, mon fils fragile, mon garçon insensé. Il avait fait son choix. Il l'avait choisi, elle, ses mensonges, son avidité, plutôt que la mère qui lui avait donné la vie. La clause du fond était claire. Agir contre les intérêts de l'administrateur. Sa complicité, son mensonge, son omission, tout cela faisait de lui un complice. Patricia ne se détruisait pas seulement elle-même, elle entraînait mon fils dans sa chute. Et, pour la première fois de ma vie, la douleur que je ressentais pour lui était surpassée par la froide indifférence de la justice. Je ne savais pas combien de temps cela prendrait. Mendes a dit qu'il prendrait les rênes. La banque gestionnaire. Cela signifiait que ce ne seraient pas des policiers locaux. Ce seraient des gens en costume.
des gens qui géraient des millions, des gens que Patricia ne pourrait pas tromper avec ses larmes de crocodile. Elle pensait jouer aux dames avec une vieille dame. Elle ne savait pas qu'elle était dans une partie d'échecs contre un grand maître et qu'elle venait de tomber dans un piège qui avait été tendu des années auparavant. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de dormir, mais mes pensées s'emballaient. Je repassais en boucle la conversation avec Patricia, savourant chaque mot arrogant, chaque menace qui se confirmait. Elle m'avait traité d'esclave. Mais qui était la véritable esclave? Elle, esclave de sa propre cupidité, de sa propre envie. Obsédée par l'idée de prendre ce qui m'appartenait, elle n'a jamais réfléchi à la question de savoir si elle en était capable. Elle voyait la maison, l'argent, mais elle ne voyait pas la stratégie, l'intelligence, le plan de secours. Je me suis autorisé un petit sourire sombre dans l'obscurité. Je n'avais pas besoin de crier, ni de frapper à la porte. Il me suffisait d'attendre. Le temps jouait en ma faveur. Chaque seconde qui passait réduisait d'un cran la liberté de Patricia. Elle était là, dans mon salon, sans doute en train de choisir la couleur des nouveaux rideaux, se prenant pour la reine de son château. Mais le château était sur le point de s'effondrer sur elle. Et moi, la vieille femme du débarras, je venais d'allumer la mèche. J'ai entendu le soleil se lever. Un mince rayon de lumière filtrait à travers la fenêtre grillagée. C'était le lendemain, samedi. Je n'avais ni mangé ni bu. Mon corps était faible, mais mon esprit était vif comme l'éclair. J'ai entendu Patricia s'agiter dans la maison. De la musique. Elle écoutait de la musique à plein volume, célébrant sa victoire. Elle n'a même pas pris la peine de venir vérifier si j'y étais en vie. À ses yeux, j'étais déjà un problème réglé, une possession. Dans l'après-midi, je l'ai entendue au téléphone. Elle riait. Elle parlait sans doute à Ricardo. Elle va bien. Mon amour. Juste un peu fatiguée. Elle se repose beaucoup, a-t-elle dit d'une voix faussement inquiète. Lundi, à ton retour, on s'occupera de tout. Elle lui mentait, le manipulait, le rendait complice de sa cruauté. Le dernier brin de pitié que je pouvais encore avoir pour lui avait complètement disparu. Il méritait ce qu'il attendait. Le reste du samedi fut un flou d'attente. L'adrénaline retombait, laissant place à l'épuisement physique, mais ma détermination demeurait intacte. Je bus un peu d'eau d'un vieux arrosoir trouvé dans un coin, une eau au goût de poussière, mais qui me permit de rester éveillé. Je serrais mon téléphone portable contre moi comme un talisman. Pas de nouveaux messages de Mendes. Était bon signe. Cela signifiait que le plan était en marche. Il ne me contacterait pas avant le moment opportun. Dimanche, un jour comme les autres, la faim était devenue une douleur lancinante. La faiblesse était bien réelle. Je devais me forcer à rester éveillé. Patricia est venue frapper à la porte une fois, le matin. Juste pour info, je commande thaï aujourd'hui. Mon plat préféré. J'espère que tu apprécies ton rien. Elle a ri et est partie. Elle s'amusait. Elle savourait son pouvoir. Sa cruauté était si désinvolte, si profonde. Elle ne se contentait pas de me voler. Elle me torturait psychologiquement. Je me suis concentrée sur ma respiration. Je n'allais pas la laisser me briser. Chaque insulte, chaque rire, ne faisait qu'attiser le feu. J'ai repensé à mes 45 années de travail, au matin glacial où je me levais avant l'aube, aux nuits où je comptais mes sous pour payer les fournisseurs. Tous ces sacrifices, pour en arriver là, être humilié par cette garce cupide? Non, absolument pas. Je ne le permettrai pas. J'ai survécu aux récessions, aux crises et à la mort de mon mari. Je survivrai certainement à Patricia. Était dimanche en fin d'après-midi quand tout a basculé. J'ai entendu un bruit différent. Ce N était de plus les pas arrogants de Patricia. Était des pas lourds. Plusieurs. Puis, on a frappé à la porte. Un coup ferme, autoritaire, à la porte d'entrée. Mon cœur s'est emballé. J'ai entendu la musique s'arrêter net. J'ai entendu Patricia, sa voix irritée. Qui est-ce? Je n'ai rien commandé. Silence. Et puis, la sonnette a retenti. Encore et encore. Avec insistance. J'ai entendu ses pas pressés se diriger vers l'entrée. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Puis, j'ai entendu des voix d'hommes, fermes, professionnelles. Je ne distinguais pas les mots, mais le ton. Ah, le ton était sans équivoque. Était le ton des responsables. Des gens qui n'étaient pas là pour poser des questions, mais pour donner des ordres. Le ton du docteur Mendes.
Le ton de la banque. Je me suis approchée en rampant de la porte du débarras, l'oreille collée au bois froid. J'ai entendu la voix de Patricia, non plus arrogante, mais tranchante, pleine de panique. « Quoi? C'est absurde! De qui parlez-vous? Cette maison est à moi, à mon mari. » Puis, la voix calme et sèche d'un homme que je ne reconnaissais pas. « Madame, nous ne sommes pas là pour discuter. Nous sommes là pour parler à l'administratrice du fonds, Madame Helena. Où est-elle? » Le château S écroulait. Le piège S était refermé. J'entendis un bruit, comme une chute. J'entendis Patricia balbutier. « Hélène? Elle ne va pas bien. Elle se repose. Elle est très malade, très confuse. » Elle s'efforçait, jusqu'à la dernière seconde, de maintenir la supercherie. Mais C était trop tard. Nous insistons pour la voir. Maintenant, nous avons un mandat et nous sommes accompagnés de la police. La police. Mendes avait fait venir les renforts. Je me suis levée en m'appuyant contre le mur. Mes jambes tremblaient de faiblesse, mais mon dos restait droit. J'ai entendu des pas lourds dans le couloir. Ils se sont arrêtés devant ma porte. « Elle est là ?» a demandé l'homme. J'ai entendu Patricia murmurer. « Elle s'est enfermée là-dedans. Elle est folle. Je n'ai pas la clé. » Le mensonge était si pathétique, si désespéré. « Écartez-vous, madame, » a dit une autre voix. Et puis, le son le plus merveilleux que j'ai jamais entendu. Le bruit d'une clé passe-partout insérée dans la serrure. La porte s'est ouverte. J'ai tout entendu depuis ma cellule poussiéreuse. Patricia était dans le salon, mon salon. Elle était au téléphone avec ce qui semblait être une décoratrice d'intérieur. Sa voix était forte, arrogante, empreinte d'une autorité qu'elle n'avait pas. Du marbre de Carrare. « Je veux du marbre de Carrare partout, » disait-elle. « Et débarrassez-vous de tous ces vieux meubles. Je veux quelque chose de moderne. Débarrassez-vous de tout ce qui me rappelle cette vieille dame. » Elle riait. Elle mesurait mes murs, planifiait des rénovations, dépensait mon argent, tandis que J était enfermée à moins de 20 mètres, affamée et faible. Elle était tellement absorbée par ses délires de grandeur qu'elle n'a même pas entendu les voitures s'arrêter dehors. C'est un coup frappé à la porte qui l'interrompit. Ce n'était pas la visite d'un visiteur, mais un coup officiel. Ferme, lourd, insistant. Je l'entendis souffler d'irritation. « J'arrive !» cria-t-elle, d'une voix qui se prend pour la reine du monde. J'entendis ses pas précipités dans le couloir en bois. Elle ouvrit la porte, et puis, le silence. Un silence pesant, seulement troublé par des voix masculines calmes, empreintes d'une autorité qu'elle ne pouvait feindre. Je me traînais jusqu'à la porte du débarras, l'oreille collée au bois. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il battait régulièrement, d'un rythme militaire. Le moment était venu. Je l'ai entendu bégayer. Son arrogance avait disparu, remplacée par une fausse sollicitude. « Oui? Comment puis-je vous aider ?» C était la voix de la belle-fille parfaite. « Nous cherchons Donna Helena », dit un homme. Sa réponse fut trop rapide, trop apprise par cœur. « Oh, ma belle-mère, elle ne peut pas recevoir de visite. Elle est très malade, vous savez, très confuse. Je suis sa tutrice légale maintenant. » Le mensonge. Le même mensonge qu'elle utiliserait pour me forcer à signer les papiers. Elle essayait désespérément de garder le contrôle, mais elle ne parlait pas à mon fils. Elle parlait à des hommes qu'on ne pouvait pas duper. Nous avons des raisons de croire qu'elle est retenue contre son gré, dit une autre voix, plus ferme, plus froide. Nous avons un mandat et nous sommes accompagnés par la police. L'atmosphère sembla se figer. J'entendis la panique aiguë dans sa voix. Quoi? Retenue contre son gré? C'est absurde. Elle est folle. Elle délire. Elle s'est enfermée toute seule. Elle mentait, s'accrochant à n'importe quelle explication. J'entendis des pas lourds se rapprocher. Ils n'avaient pas demandé la permission. La clé passe-partout tourna et la porte du débarras s'ouvrit. La lumière vive du couloir m'aveugla, m'obligeant à cligner des yeux. Je m'appuyai contre l'encadrement de la porte. Mon apparence devait être pitoyable. Je portais les mêmes vêtements depuis 2 jours, poussiéreux, les cheveux emmêlés, les lèvres sèches. La faim m'affaiblissait, mais je restais debout. Je fixais Patricia, qui se tenait au bout du couloir, le visage pâle comme de la cire, les yeux écarquillés d'horreur. Je ne dis rien. Je laissai mon état parler pour moi. Un des hommes en costume s'approcha doucement, le visage grave. « Madame Helena, je suis Monsieur Braga, de la banque directrice. Le docteur Mendes nous a envoyés. Vous êtes en sécurité maintenant.
Il me tendit le bras. Je l'acceptai et quittai ma captivité. « Vous avez vu? Elle délire. Elle a du mal à marcher !» hurla Patricia, sa panique se muant en agressivité. Elle courut vers nous. « Je m'occupe d'elle. Elle est sénile. »« Cette maison appartient à mon mari, Ricardo. Vous ne pouvez pas entrer chez moi comme ça. » Elle tenta de se placer devant moi, comme pour me protéger, mais son regard était celui d'un animal acculé. Elle croyait encore pouvoir mentir et s'en tirer. Elle pensait encore que « mari » et « héritier » étaient des mots magiques qui lui donnaient un pouvoir sur moi et sur tout ce qui m'appartenait. M. Braga me conduisit doucement à une chaise. Il ne me regarda même pas. Son regard froid était fixé sur Patricia. Il ne éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Sa voix était tranchante comme une lame. « Madame, cette maison n'appartient pas à votre mari. Elle appartient au fonds fiduciaire Helena. » Il sortit un document officiel de sa mallette. « Et nous avons reçu cet enregistrement, » dit-il, et j'aperçus un autre homme tenant un petit enregistreur. Un enregistrement où vous admettez avoir drogué, séquestré et contraint l'administrateur du fonds. Conformément aux instructions d'urgence de Madame Helena, la clause de contrainte a été activée. La maison est désormais sous administration directe de la banque. Patricia cligna des yeux. Les mots « fonds » et mots « clause » lui paraissant totalement incompréhensibles. « Fonds? Quel fonds? De quoi parlez-vous? C'est absurde. » Elle ment. Elle était hystérique. C'est à ce moment-là qu'un troisième homme, que je n'avais pas remarqué auparavant, passa tranquillement devant nous. Il ne portait pas de costume. Il se dirigea directement vers mon jardin, quelque chose sous le bras. Je l'observais par la fenêtre du salon, sans voir le regard terrifié de Patricia. Il planta un grand panneau rouge sur ma pelouse, un panneau qui flottait doucement dans la brise. En grosses lettres, on pouvait lire « À vendre ». L'air quitta les poumons de Patricia dans un sifflement aigu. « À vendre » murmura-t-elle, la voix brisée. « Non, non, vous ne pouvez pas !» Elle se précipita vers la fenêtre, frappant la vitre de ses mains comme si elle pouvait arrêter le cours des événements. « Emportez-la maintenant! Ricardo! Cette maison appartient à Ricardo! C'est l'héritier! » Elle se tourna vers moi, les yeux enfin emplis non seulement de panique, mais aussi de haine pure. « Vieille sorcière! Qu'avez-vous fait? Vous ne pouvez pas prendre ça à votre propre fils! Vous ne pouvez pas! » Elle s'effondrait, l'image de la belle-fille parfaite se dissipant pour révéler la créature avide qui sommeillait en elle. Je me suis levée de ma chaise, sentant mes jambes se fortifier à nouveau. J'ai marché lentement jusqu'à mon bar. Mes mains, étonnamment, étaient stables. J'ai pris une bouteille d'eau minérale, l'ai ouverte et me suis versé un verre. J'ai pris une longue gorgée froide. Le liquide semblait emporter la poussière, la peur et la faiblesse. Je me suis tournée vers elle. Ma voix était calme, claire et plus forte que je ne l'aurais cru. « C'est fini, Patricia ?» ai-je dit, et un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Ricardo était l'héritier. Mais la vérité sur la maison, ma chérie, est quelque chose que ton aveuglement cupide t'a toujours empêché de voir. Cette maison, poursuivis-je en faisant un pas vers elle, elle recula comme si j'allais la réduire en cendres, n'a jamais vraiment été à moi, ni à lui d'ailleurs. Elle appartient à une fiducie, un fonds de fiducie que j'ai créé avec le docteur Mendes il y a des années, un fonds avec des règles. Je jetai un coup d'œil au débarras, dont la porte était maintenant ouverte, puis reportai mon attention sur son visage pâle. Des règles très précises, au cas où je serais contraint. Je laissai le mot planer. Ou au cas où mon unique bénéficiaire, mon fils, agirait contre mes intérêts ou serait complice d'un acte commis contre moi. La confusion sur son visage était presque comique. Elle essayait de comprendre, mais son esprit, aveuglé par l'avidité, n'y parvenait pas. « Grâce à vous, Patricia, » dis-je d'une voix empreinte d'un mépris contrôlé. « Grâce à votre tentative pitoyable et cruelle de m'asservir pour me voler ce qui m'appartient, mon fils a tout perdu. » La vérité lui apparut soudainement. Je vis l'instant précis où elle comprit. Ce ne fut pas une compréhension progressive, mais un véritable coup de massue. La clause a été activée dès que j'ai transmis votre enregistrement à mon avocat. Ricardo est déshérité à jamais. Il n'a plus droit à un sou, ni à cette maison, ni à rien du tout. Oui, la maison sera vendue, ai-je déclaré en regardant le panneau à l'extérieur. Et comme le stipule la clause, tout l'argent, chaque centime que j'ai gagné à la sueur de mon front pendant 45 ans,
ira directement à une œuvre de charité. Je me suis approché d'elle, qui tremblait visiblement. Non seulement vous n'avez pas réussi à me voler ma maison, mais, par votre stupidité et votre cupidité, vous avez assuré la ruine financière totale de l'homme que vous prétendiez aimer. Vous avez détruit l'avenir de votre propre mari. Vous avez réussi. Vous lui avez tout pris. La réalité la frappa de plein fouet. Ce N n'était pas une gifle, C était un véritable ouragan. L'impact de son échec total, de sa défaite absolue, la brisa de l'intérieur. Elle n'avait rien gagné. Elle avait tout perdu. Non seulement la luxueuse maison qu'elle était en train de redécorer, mais aussi son train de vie. Le riche mari qu'elle avait, se procurer, N, était plus riche. Hélène était plus héritier. C'était un homme d'âge mûr sans le sou, aussi pauvre qu'elle. Le silence dans la pièce était assourdissant, seulement troublé par sa respiration haletante et irrégulière. Ses yeux cherchaient une issue, une excuse, un mensonge. Il n'y en avait pas. Elle est tombée, littéralement. Ses genoux ont heurté mon parquet ciré avec un bruit sourd. La femme qui avait planifié sa vie de reine se retrouvait à quatre pattes sur le sol. Elle a rampé jusqu'à moi, le visage déformé par une terreur que je n'oublierai jamais. Elle m'a agrippé les mêmes jambes qu'elle avait traînées dans le couloir. « Non !» a-t-elle hurlé, la voix rauque, méconnaissable. « Non, Helena, je t'en prie. Pour l'amour de Dieu. Pardonne-moi. » Les larmes étaient désormais réelles. Non pas des larmes de remords, mais de pure panique. Je ne savais pas. Je plaisantais. C'était une blague idiote. Je t'en prie. Je ferai n'importe quoi, sanglota-t-elle, s'accrochant à moi comme à une bouée de sauvetage. Je serai votre esclave, vraiment. Je nettoierai le sol avec ma langue. Je cuisinerai. Je vous laverai les pieds. Tout ce que vous voudrez. Je le ferai. L'ironie était si écœurante qu'elle me donna la nausée. Mais ne faites pas ça, Ricardo. Il n'y est pour rien. C'est moi. C'est uniquement moi. Punissez-moi, emprisonnez-moi, mais ne prenez pas son argent. Je vous en prie, Helena, ma reine, ma seconde mère. Elle employait les mêmes mots flatteurs, mais à présent, ils sonnaient désespérés et pathétiques. J'ai baissé les yeux, sur cette silhouette pitoyable et rampante qui s'accrochait à mes genoux. Où était donc passée la femme arrogante qui riait de l'autre côté de la porte? Où était la maîtresse de maison? J'ai ressenti une vague de mépris si forte, si glaciale, qu'elle m'a presque suffoquée. J'ai retiré ma jambe brusquement d'un mouvement sec qui l'a fait tomber au sol. Elle m'a regardée, les yeux écarquillés, choquée par mon geste. Ma voix était glaciale. « Retire tes sales mains de moi. » Elle s'est figée, la bouche ouverte dans un sanglot silencieux. « Et sors de ma... bientôt ex-maison. » Les deux policiers, qui avaient tout observé en silence, passèrent à l'action instantanément. Ils n'eurent besoin d'aucun ordre de ma part, ni de celle de M. Braga. Ils la saisirent par les bras et la soulevèrent du sol comme un vulgaire sac d'ordures. « Non! Lâchez-moi! Je n'ai rien fait !» hurla-t-elle en se débattant avec une violence inouïe. « Helena, vieille pute! Tu vas le payer! Tu vas le payer !» Le masque d'ange était tombé, révélant le monstre qui avait toujours été là. Les avocats et les gardes du corps se frayèrent un chemin à travers la foule, comme si elle était une maladie contagieuse. Ils l'ont traînée dans le couloir. Je les ai suivis du regard, les bras croisés. Elle n'a pas eu le temps d'attraper son sac, son portable, ni sa veste. Les policiers l'ont escortée jusqu'à la porte d'entrée, sans ménagement, et l'ont jetée sur le trottoir. Elle n'avait que les vêtements qu'elle portait. Ces mêmes beaux vêtements qu'elle portait lorsqu'elle prenait les mesures de mes murs pour la rénovation. La porte d'entrée a claqué avec un clic sec. Elle, écho de ce clic, a résonné dans toute la maison. Le silence est revenu. Mais cette fois, C était un silence pur. Le silence de la paix, le silence de ma victoire. 6 mois se sont écoulés. 6 mois depuis le jour où la porte d'entrée s'est refermée brutalement, emportant avec elle les déchets de ma vie. Je n'écris pas ces lignes depuis mon ancienne chambre, ni même depuis cette maison. J écrit depuis un charmant petit café parisien, avec vue sur la Seine. L'air est frais, mon café est chaud, et l'odeur du pain frais est un plaisir que je n'aurais jamais cru savourer avec une telle sérénité. De ma table, je vois passer les bateaux. Il y a 6 mois, J était dans le noir, assoiffé, affamé, et j'entendais le rire cruel de Patricia. Aujourd'hui, je déguste le meilleur champagne et le meilleur fromage que l'on puisse acheter. Mon argent,
Ce n'est pas un sentiment de luxe, c'est un sentiment de liberté. C'est le son de mon propre rire, authentique et léger. Beaucoup doivent se poser des questions sur la maison. Je ne l'ai pas vendue. Le panneau « À vendre » était le coup de maître du docteur Mendes. C était l'outil juridique qui a permis à la banque d'intervenir immédiatement, de prendre le contrôle de la situation et d'expulser légalement Patricia sans qu'elle puisse faire valoir aucun droit. La clause de contrainte a été activée, certes. Mais son but principal, N, n'était pas de me faire perdre la maison. Il s'agissait d'annuler le statut de bénéficiaire. Une fois Patricia destituée et cet enregistrement accablant présenté comme preuve de contrainte et de la complicité de Ricardo, le docteur Mendes a renégocié avec la banque. Cette clause a été utilisée comme une arme de destruction massive pour obtenir ce que nous voulions. Annuler le statut de Ricardo et me rendre le contrôle total. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ricardo a été légalement déshérité. Il n'a plus droit à rien. La maison est revenue à moi, à 100% mienne, enfin libérée de son emprise et de celle de cette vipère. J'y suis retournée, mais seulement pour une semaine. La maison était à moi, mais l'atmosphère était lourde du souvenir de la trahison. J'avais besoin de respirer. Alors, j'ai fermé la porte de cette demeure, engagé un gestionnaire immobilier et, pour la première fois de ma vie, acheté un aller simple. J'ai commencé par Paris, puis j'irai à Rome, peut-être en Grèce. Le monde entier est à moi maintenant. Je profite enfin du fruit de mon travail. La solitude que je redoutais tant, elle s'est révélée être ma plus grande bénédiction. La maison est vide, mais elle n'est pas solitaire. Elle est paisible, elle est propre. Je vis seule, à ma guise. Je me lève quand je veux, je mange ce que je veux. Et je n'ai plus à entendre de chuchotements dans les couloirs, ni à voir de regards avides par-dessus mon épaule. La femme fragile que Patricia a tenté d'emprisonner est morte dans ce débarras. La femme qui en est sortie, c'est Elena, qui a bâti un empire. Je suis non seulement plus forte, mais aussi plus sage. La confiance aveugle est une faiblesse que je ne peux plus me permettre. Et cette leçon, bien que douloureuse, a été ma libération. Quant à Ricardo, mon fils. Dès son retour de voyage, découvrant la maison vide, les comptes bloqués et une lettre du docteur Mendes l'informant de son déshéritage, il ne s'est pas adressé à moi pour me demander pardon. Non, il est allé chercher un avocat pour divorcer de Patricia. Quand il a enfin compris que tout avait basculé, il a été le premier à quitter le navire. Il l'a accusée de tout, prétendant qu'elle l'avait manipulé, qu'il n'y connaissait rien. Mais c'était trop tard. Sa complicité était flagrante, et sa faiblesse a causé sa perte. Aujourd'hui, Ricardo vit dans un petit appartement loué en centre-ville, si petit qu'un canapé y tient à peine. L'homme qui a grandi dans le luxe, qui portait des costumes de marque et conduisait des voitures de luxe que je lui avais offertes, doit désormais travailler. Il a dû retourner sur le marché du travail, sans aucune compétence particulière, si ce n'est celle de dépenser l'argent de sa mère. Il a trouvé un emploi de débutant, assistant administratif dans un cabinet comptable. Il a du mal à payer son loyer. Sa chute a été aussi brutale que l'arrogance de Patricia. Il a essayé de m'appeler. À plusieurs reprises. Les premières semaines, ses appels étaient empreints de colère. Il m'accusait de l'avoir abandonné. Puis, quand la réalité l'a rattrapé, ses messages sont devenus désespérés, remplis de larmes feintes et de supplications pour appeler « maman ». Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai changé de numéro. Pour moi, le fils que j'ai élevé est mort à l'instant où il a choisi de rester avec cette femme, à l'instant où il a accepté ce voyage d'affaires pour qu'elle puisse mettre son plan à exécution. L'amour d'une mère est fort, mais le mien n'a pas résisté à une trahison d'une telle ampleur. Et maintenant, Patricia. Oh, Patricia. Il lui est légalement interdit de s'approcher à moins de 500 mètres de moi ou de mes propriétés. Le docteur Mendes a obtenu une ordonnance des éloignements permanentes en utilisant l'enregistrement et le rapport de police de ce jour-là comme preuve. Elle a tenté de porter plainte, a essayé de plaider la détresse émotionnelle, mais aucun avocat n'a voulu la défendre. Elle est devenue une paria. Sans l'argent de Ricardo, sans ma maison, elle a eu exactement ce qu'elle méritait. Absolument rien. Elle est partie de chez moi sans rien d'autre que les vêtements qu'elle portait, et c'est ainsi qu'elle est restée. Je reçois des rapports. Non pas que je les demande, mais parce que le docteur Mendes tient à me tenir informé de toute menace potentielle.
Patricia n'est plus une menace. Elle est ruinée. Elle vit dans une chambre louée dans une pension miteuse de l'autre côté de la ville. Elle a dû faire quelque chose qu'elle n'avait probablement jamais fait de sa vie. Travailler. Elle n'a aucun diplôme, aucune référence. Le seul emploi qu'elle a pu trouver était celui de femme de ménage. Femme de chambre, dans un hôtel de seconde zone. Le genre d'endroit où l'on facture à l'heure. J'ai une image très précise d'elle, d'après le dernier rapport. Je l'imagine dans cet uniforme mal ajusté, poussant un chariot lourd dans le couloir d'un hôtel miteux. L'odeur de javel et de désespoir, elle, qui se prenait pour une reine, nettoie maintenant les dégâts des autres. Elle, qui rêvait de marbre de Carrare et de rideaux de soie, frotte maintenant des toilettes immondes et change des draps tachés. C'est une image qui ne m'apporte aucune joie, mais plutôt un profond et froid sentiment de équilibre. L'univers a parfois un humour noir, mais juste. Je l'imagine en train de nettoyer une pièce sombre et en désordre, exactement comme le débarras où elle m'a jeté. Je l'imagine marmonnant, furieuse, me maudissant, maudissant Ricardo, maudissant le monde pour son injustice. Elle ne comprendra jamais que était sa faute. Les gens comme Patricia n'apprennent jamais. Ils ne ressentent aucun remords pour la douleur qu'ils infligent, seulement de la colère d'avoir été pris la main dans le sac. Son arrogance a causé sa perte, et sa colère est sa nouvelle prison. Une prison bien plus efficace que le débarras. Elle voulait une esclave. Elle voulait que je sois son esclave. Ironie du sort, elle l'est devenue. Elle est enchaînée à un travail qu'elle déteste, pour un salaire qui peine à payer ses factures. Elle est seule. Ricardo l'a abandonnée dès que l'argent a manqué. Elle n'a ni amis ni famille. Elle est exactement ce qu'elle a essayé de faire de moi. Une vieille femme solitaire, démunie, rejetée par le monde. Mais la différence, c'est que j'avais la vérité pour moi. Elle n'a que sa propre cupidité et c'est une bien froide compagne. Ce jour-là, dans l'obscurité, tout a basculé. L'innocente Helena, la mère qui donnait tout sans rien demander en retour, cette femme est morte là. Il fallait qu'elle meure pour que je puisse survivre. La femme assise à cette terrasse parisienne est différente. Je suis toujours généreuse, mais ma générosité a désormais des limites. Je fais toujours confiance. Mais ma confiance se mérite. Elle ne se donne pas sans effort. J'ai appris, de la manière la plus brutale, que les liens du sang ne garantissent pas la loyauté et que les sourires peuvent cacher des crocs. Ma vie m'appartient désormais. Chaque décision, chaque centime, chaque voyage. J'ai payé un lourd tribut à ma liberté, la perte d'un enfant, mais la paix que je ressens à présent, la tranquillité de savoir qu'il n'y a plus de vipères dans mon nid, est inestimable. Je ne me réveille plus la peur au ventre. Je me réveille au son des cloches des églises parisiennes. Je ne ressens plus le poids de la responsabilité envers tous. Je ne ressens que la légèreté d'être responsable de moi-même. Et c'est une victoire que personne ne pourra me ravir. Justice a été rendue. Non pas la justice expéditive et bruyante des tribunaux, mais une justice lente, froide et absolue. Patricia est là où elle mérite d'être. Ricardo est là où il mérite d'être. Et moi, je suis exactement là où je mérite d'être. Libre, prospère et en paix. Je contemple la scène. Prends une autre gorgée de mon café. Le soleil commence à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose. C'est magnifique. Et pour la première fois depuis des années, je peux vraiment contempler cette beauté, sans aucune ombre au cœur. Je vis enfin ma belle vie.